Bienvenue pour cette exploration de vos sources. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet vertigineux. Ah oui, un gros morceau. On va s'appuyer sur les travaux d'un neurobiologiste, Anil Seth, et puis aussi une vidéo YouTube qui décrypte bien ces idées, je trouve. Tout à fait. L'idée centrale, elle est assez folle. Et si notre réalité était une sorte d'hallucination? Mais attention, contrôlée par notre cerveau. Ça donne un peu le tournis, hein. Carrément. Notre mission, donc, décortiquer un peu cette théorie et voir où ça nous mène. Bah oui, c'est un domaine en pleine effervescence. La conscience, ça interpelle tout le monde. Les philosophes, les neurobiologistes, les psychologues aussi. Bien sûr. Les sources le montrent bien d'ailleurs. Une explosion des recherches, c'est quoi 30 dernières années. Mais en même temps, une vraie jungle de théories, parfois même incompatibles entre elles. Ah oui. Une revue de 2021, elle en dénombrait quand même 29 majeures. Ça montre bien à quel point, on en est encore un peu au balbutiement, hein. C'est là qu'intervient ce fameux problème difficile de la conscience, un terme popularisé par David Chalmers en 95, c'est ça? Exactement, Chalmers. Il distingue les questions, disons, faciles, genre comment le cerveau traite l'info, comment il réagit, du vrai problème difficile, pourquoi est-ce qu'on ressent quelque chose? Voilà, D'où vient cette expérience subjective? Ce fameux « ça fait quelque chose d'être moi ». c'est ça la grande question. Et c'est précisément là-dessus, sur ce terrain-là, qu'Anil Seth propose une approche différente avec sa théorie du traitement prédictif. D'accord? L'idée forte, en gros, c'est que le cerveau, ce n'est pas juste une éponge, quoi. Il n'absorbe pas passivement le monde. Non. Non, c'est une machine à prédiction. Il est constamment en train d'anticiper ce que nos sens vont lui envoyer comme info. Il construit activement notre perception. Attendez une seconde, si je vous suis bien, ça veut dire que ce que je vois là, ce que j'entends, ce que je ressens, ce n'est pas la réalité brute, directe. D'après cette théorie, non. C'est plutôt la meilleure hypothèse du cerveau sur ce qui se passe. Ah oui quand même, ça voudrait dire que notre expérience du monde, là maintenant, c'est la prédiction du cerveau. C'est assez contre-intuitif. C'est l'idée fondamentale, oui. Le cerveau y compare en permanence ses prédictions avec les signaux sensoriels qui arrivent vraiment. D'accord. S'il y a un décalage, ce qu'on appelle une erreur de prédiction, eh bien il ajuste. Soit il ajuste ses attentes pour la prochaine fois, soit il ajuste carrément la perception elle-même, pour réduire cet écart. Il modifie ce qu'on perçoit. Voilà. Notre perception, c'est donc un équilibre dynamique, un compromis entre nos modèles internes, nos attentes, et puis les données des sens. C'est ça l'hallucination contrôlée. Une construction interne, mais qui est sans cesse recalibrée par le réel. Fascinant. Mais ça reste un peu abstrait. Est-ce qu'on aurait un exemple plus concret? Peut-être tiré des sources? Oui, bien sûr, la vidéo, elle mentionne la synesthésie. Ah oui. C'est une forme de perception différente, stable pour lui. Pour Seth, c'est une bonne illustration que percevoir, ce n'est pas juste enregistrer passivement, mais c'est interpréter activement. D'accord, je vois. Et attention, ça ne s'arrête pas au monde extérieur. Le cerveau prédit et régule aussi notre état interne, le rythme cardiaque, la température. On appelle ça l'inférence interoceptive. Interoceptif, d'accord. L'illusion de la main en caoutchouc, c'est une autre bonne illustration de ça. Ah oui, je connais cette expérience. Voilà, le cerveau peut être amené à adopter une fausse main, une main en caoutchouc, si les informations visuelles et tactiles concordent. Il infère son appartenance au corps. Ah, donc si on pousse le raisonnement plus loin, notre sentiment d'être moi, cette espèce de certitude intime d'exister comme une personne cohérente dans notre corps, ça aussi, ce serait le résultat de prédictions réussies? Des prédictions sur notre propre état interne, notre place dans le monde. Vous mettez le doigt dessus. C'est le concept du moi incarné, selon Seth. Ce n'est pas une essence fixe, hein, mais plutôt l'ensemble des prédictions sur notre corps qui tiennent la route à un instant T. D'accord. Et quand ces prédictions sont justes, stables, bien calibrées, on éprouve ce sentiment de présence, de réalité de soi. D'ailleurs, un dérèglement de ces prédictions pourrait, selon cette théorie, éclairer certains troubles. Comme quoi, par exemple? Comme l'anxiété ou les sentiments de déréalisation, de dépersonnalisation, où on se sent détaché de soi ou du monde. C'est une perspective vraiment puissante. Ça change pas mal de choses. Mais est-ce que cette vision fait l'unanimité dans le monde scientifique? J'imagine que ça doit discuter. Ah oui, c'est un point crucial. La théorie est très influente, on ne peut pas le nier. Mais elle reste, et la vidéo le souligne bien, largement conceptuelle et basée sur des modèles informatiques computationnels. Mhm.
La tester directement par l'expérience, avec des mesures neuronales précises, c'est très très complexe. J'imagine. Et puis il y a les critiques sur le fond. Certains, dans la lignée de Chalmers, justement, estiment qu'elle explique peut-être très bien le comment, les mécanismes de la perception, du contrôle corporel, mais qu'elle esquive un peu le pourquoi fondamental. Le problème difficile, exactement. Le pourquoi de l'expérience subjective elle-même. C'est une approche qui est résolument matérialiste, où tout s'explique par la biologie, la physique du cerveau, quoi. Ça ne satisfait pas tout le monde. C'est clairement de la science en pleine construction, en plein débat. Alors, si on accepte, ne serait-ce qu'un instant, cette idée que notre réalité perçue est une construction active, une sorte d'hallucination guidée par les données, qu'est-ce que ça implique sur notre rapport au monde qu'on appelle réel, celui qui existerait indépendamment de nos cerveaux? C'est une excellente question pour terminer notre réflexion. Si la réalité pour chacun est une forme d'interprétation prédictive, façonnée par son histoire personnelle, son corps, ses attentes, comment est-ce qu'on arrive, collectivement, à se mettre d'accord sur une réalité partagée? Oui, bonne question. Ou est-ce qu'on trace la ligne entre l'interprétation, l'hallucination individuelle, et puis le consensus qui nous permet d'interagir, de vivre ensemble? Voilà, je pense une piste de réflexion assez fascinante que nous laisse ces